Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du professeur Lahoussine Haji. Donc cette chaîne est dédiée aux élèves du lycée et aussi aux étudiants qui suivent leurs cours aux universités, au cycle prépa, aux différentes écoles d'ingénieurs. Donc vous avez deux volets. Bien, la vidéo que je vais présenter aujourd'hui s'inscrit ou bien s'adresse aux élèves du lycée. Donc dans la deuxième partie de l'année dernière, j'ai proposé plusieurs vidéos dans la chaîne, en particulier le corrigé de tous les baccalauréats, les anciens baccalauréats, des résumés de cours, des QCM qui ont aidé énormément les élèves à préparer leur concours d'après les échos que j'ai reçus. Et bien cette année, je vais vous proposer toute une série de vidéos pour compléter la chaîne sur le programme du terminal. Donc il s'agira des vidéos de cours et aussi des exercices et des examens aussi. Bien, donc pour bénéficier de l'ensemble de ces vidéos-là, abonnez-vous à la chaîne. Donc l'adresse elle est là, ou bien il suffit de taper Lahoussine Haji sur YouTube. La chaîne va vous apparaître. Abonnez-vous à la chaîne et vous allez recevoir toutes les nouveautés. Bien, donc le premier cours du terminal, c'est le cours intitulé les ondes mécaniques. Donc dans cette vidéo, on va parler des ondes. Donc les ondes, il s'agit en particulier des ondes qu'on crée dans une corde vibrante, les ondes qu'on peut créer également à la surface de l'eau. Donc tout le monde a fait l'expérience en jetant une pierre à la surface de l'eau et a observé des phénomènes, et ça c'est ce qu'on appelle tout simplement ondes mécaniques. Les ondes interviennent aussi dans les séismes, dans les tremblements de terre. Donc on verra qu'il y a deux types d'ondes qui sont créées. Dans les communications entre les animaux, plusieurs animaux communiquent entre eux grâce aux ondes ultrasons ou infrasons, ça dépend des animaux. Les ondes sont utilisées aussi pour se déplacer, en particulier pour les chauves-souris. Vous connaissez en particulier les ondes lumineuses, la lumière, donc le spectre du soleil, et le soleil nous rayonne un rayonnement dont la partie principale c'est les ondes lumineuses. Mais il y a aussi d'autres types d'ondes. Tout ce qui est télécommunication, votre portable, vos téléphones, vos TV commencent grâce à la transmission et à la réception des ondes. Vous m'entendez maintenant grâce à vos micros de votre smartphone ou bien de votre PC qui vibre et qui a transformé le signal électrique en une onde sonore. Vous voyez, l'onde, elle est presque partout présente dans notre vie quotidienne. Donc, on va définir ce que c'est qu'une onde, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique et quelles sont les propriétés des ondes mécaniques. Donc, avant de démarrer, voilà deux exemples d'ondes dans la vie pratique. C'est ce qu'on appelle l'échographie. Donc ça, c'est une sonde échographique qui permet d'envoyer un écho. On verra ça. Normalement, vous devrez comprendre le principe une fois qu'on a fait le cours. Donc il va envoyer un écho. Par exemple, on veut mesurer la taille de fœtus. Il va envoyer une onde. Il va être réfléchi à cette surface. Ensuite, une partie va continuer son chemin. Il va être réfléchi à la deuxième surface. Et grâce aux ondes réfléchies, on pourra par exemple déterminer la taille de cet objet. Bon, voilà l'une des applications. Donc on va essayer de comprendre le principe de ça à la fin comme application. Bien. Autre type d'onde, c'est les ondes qui sont créées une fois que vous jetez une pierre à la surface de l'eau. Vous allez observer une onde qui va se propager dans toutes les directions. Ou bien si vous avez un vibreur qui va créer un mouvement de va-et-vient, voilà, vous allez voir un phénomène d'onde qui se propage à la surface de l'eau dans toutes les directions. Et vous voyez par exemple, là, ce qui est noir, c'est un minimum d'onde, ce qui est blanc, c'est un maximum d'onde. Et on verra qu'est-ce qu'on appelle la distance entre deux maximums, et ainsi de suite. Donc voilà un autre type d'onde. On reviendra sur l'étude détaillée de ce type d'onde dans les exercices consacrés à ce chapitre. Donc voilà deux exemples
d'ondes mécaniques. Je vais commencer donc par donner quelques définitions. D'abord, on va définir ce qu'on appelle une perturbation. Une perturbation, c'est une modification locale, temporelle, des propriétés d'un milieu. Par exemple, prenez une corde, vous faites un léger mouvement de la corde et vous allez voir cette perturbation qui va se déplacer le long de la corde. Donc, c'est un ébranlement ou bien on l'appelle aussi une perturbation. Vous faites juste un va-et-vient à l'extrémité de la corde et vous allez voir, vous allez créer un petit signal qui va se déplacer le long de la corde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une perturbation. Qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique? Donc une onde mécanique, c'est tout simplement la propagation de cette perturbation dans un milieu. Par exemple, cette perturbation qui se propage le long de la corde est appelée onde mécanique. Bien sûr, une onde mécanique est caractérisée essentiellement par un déplacement de mouvement ou bien de la perturbation sans transport de la matière. Donc imaginez par exemple une vague ici à la surface de l'eau. Vous êtes quelque part ici, la vague va venir, il va vous déplacer le long de la surface de l'eau, mais vous allez rester sur place. Donc dans les ondes mécaniques, il n'y a pas de transport de la matière, c'est juste l'énergie qui se déplace le long du milieu. Donc une onde mécanique, c'est une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport d'énergie. Obligatoirement, l'onde mécanique a besoin d'un milieu pour se propager. Il ne peut pas se propager dans le vide. Eh bien, qu'est-ce qu'on appelle une onde progressive cette fois-ci? C'est une onde qui se déplace uniquement dans une seule direction. Ça veut dire le milieu, on le suppose infini. Ou si vous voulez, on néglige, on ne va pas tenir compte des ondes qui seront réfléchies. Donc une onde progressive, c'est une onde qui se propage dans une seule direction, dans un milieu illimité. Bien, donc vous avez trois types de milieux de propagation de la perturbation ou bien de l'onde mécanique. Donc le milieu peut être unidimensionnel, ça veut dire une seule dimension, c'est le cas d'un ressort, on verra ça sous forme de vidéo, ou bien d'une corde élastique. Ça peut être bidimensionnel, c'est la vidéo que j'ai montrée dans le transparent précédent. Donc un vibreur à la surface de l'eau. Vous voyez l'eau, il se déplace dans la direction X et dans un plan. Donc dans tout le plan, l'eau se déplace sous forme d'onde sphérique. Ou bien ça peut être tridimensionnel, c'est le cas des ondes sonores. Quand vous parlez, tout le monde qui vous entoure à 3D peut vous entendre. Donc, voilà un exemple d'onde unidimensionnelle, donc à la surface de la corde, bidimensionnelle à la surface de l'eau, et onde sonore, c'est une onde qui se propage à 3 dimensions. Premier point à retenir, c'est quoi la définition d'une onde mécanique? Donc une onde mécanique, c'est la perturbation, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Donc vous avez deux types d'ondes mécaniques. Il y a ce qu'on appelle les ondes longitudinales, il y a ce qu'on appelle les ondes transversales. Qu'est-ce que c'est qu'une onde transversale? Donc il est dit transversale si elle est provoquée, ou bien si une onde dite transversale, s'il provoque une perturbation de direction perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà par exemple une perturbation que j'ai créée à la surface dans une corde vibrante. Imaginons ça c'est une corde. Je fais un mouvement de va-et-vient et vous allez voir cette perturbation qui va se propager le long de la corde. Quelle est la direction du mouvement qui a créé cette perturbation? C'est un mouvement vertical. Donc prenez la corde à votre main et vous allez la déplacer verticalement, juste un va-et-vient. Quelle est la direction de propagation? La direction de propagation, c'est le long de la corde. Et vous voyez bien que cette direction, elle est perpendiculaire à celle-là. Donc ce type d'onde, on les appelle les ondes transversales. La direction de propagation est perpendiculaire à la direction de l'onde. D'accord? Donc voilà la direction de la perturbation de direction perpendiculaire à la direction de propagation. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle une onde transversale. Maintenant, si il y a un autre type d'onde, c'est ce qu'on appelle l'onde longitudinale. Quand est-ce qu'une onde est dite longitudinale? S'il provoque une perturbation
Donc si la perturbation qu'il provoque est parallèle à la direction de propagation. Voilà un exemple. Prenez un ressort, vous le pincez à l'extrémité, vous créez juste une petite pression sur le ressort à l'extrémité et vous allez voir, vous allez créer une perturbation qui va se déplacer dans quelle direction? Dans la même direction de la perturbation qui l'a créée. Dans ce cas-là, vous voyez cette direction, elle est parallèle à celle-là. Dans ce cas-là, on parle de direction longitudinale. D'onde longitudinale, pardon. Donc en résumé, vous avez deux types d'ondes, transversale et longitudinale. Quand est-ce qu'elle est transversale? Lorsque la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation qui l'a créée. Et lorsque les deux sont parallèles, on parle de l'onde longitudinale. Donc voilà un exemple d'onde longitudinale. Imaginez si vous avez une corde, je vais créer un mouvement, juste une impulsion, et on va voir la direction de propagation et la direction de l'impulsion. Regardez la direction de l'impulsion qui va créer l'onde. Voilà, donc voilà, vous voyez, la perturbation, je fais un mouvement vers le haut et vers le bas. Ensuite, vous cherchez cette perturbation, voilà sa direction de propagation. Donc, je vais arrêter. D'accord? Donc ça, c'est une perturbation. Donc je refais. Donc vous voyez, la direction de perturbation et la direction de propagation. Ils sont perpendiculaires. Là, j'ai créé une seule perturbation. Mais si je fais un va-et-vient de façon continue, je vais créer ce qu'on appelle une onde sinusoïdale qu'on va voir dans la suite. Vous voyez là, c'est une onde qui se propage le long de la corde. Voilà la direction de propagation. Vous voyez maintenant la direction de la perturbation. La perturbation, c'est un mouvement vertical. La direction de propagation, c'est un mouvement, c'est horizontal. C'est ce qu'on appelle une onde transversale. Maintenant, voilà un exemple d'onde longitudinale. C'est l'onde créée sur un ressort. Vous voyez, je vais créer ici un pincement du ressort à l'extrémité. Donc, je vais rassembler quelques spires. Donc, je vais les écraser de façon horizontale. Et vous voyez maintenant cette perturbation. Voilà, elle se déplace le long du ressort. Donc, la direction de la perturbation, elle est horizontale. Et la direction de propagation est parallèle à la direction de la perturbation. On parle d'onde longitudinale. Donc, voilà, de façon rapide. Voilà, donc vous créez une perturbation et elle va se déplacer le long du ressort. C'est un autre exemple d'onde mécanique, cette fois-ci longitudinale. Bien, maintenant on va définir la première propriété de l'onde, c'est ce qu'on appelle la vitesse. Bon, dans les ondes, on va les appeler célérité. Donc célérité, c'est tout simplement la vitesse. Pourquoi on a changé de nom? On préfère parler de célérité et non de vitesse, parce que la vitesse d'habitude d'une particule, c'est la particule qui se déplace. Or ici, vous voyez que la matière ne se déplace pas. C'est juste l'énergie qui se propage le long de la corde. Et on préfère utiliser la célérité. Mais la définition, elle est la même. Donc la vitesse de la propagation d'une onde, c'est la distance parcourue par une onde pendant un instant delta t. Voilà, c'est la vitesse, la distance sur le temps. Et elle se mesure bien sûr en mètres par seconde. Cette célérité, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend de la qualité d'élasticité du milieu et de son inertie. Si vous avez une corde plus ou moins grande, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'inertie? C'est la difficulté plus ou moins grande de mettre en mouvement une corde. Bon, si vous avez par exemple une corde tendue, une corde moins tendue, bien sûr, dans la corde tendue, l'onde va se propager d'une façon plus simple. Si vous avez une onde mou, une onde rigide, une corde mou, une corde rigide, la corde rigide qui possède plus d'énergie, plus la corde possède plus d'inertie par exemple, donc la vitesse va être faible. D'accord? L'inertie, c'est, qu'est-ce qu'on appelle l'inertie? C'est la vitesse avec laquelle une déformation va revenir à son état initial. Donc si vous avez une corde mou, bien sûr, il a une faible inertie et donc la vitesse va être faible. Bon, j'ai parlé de la rigidité.
Donc pour un milieu, la célérité dépend aussi de type d'onde. On verra ça dans les ondes sismiques. Ils sont caractérisés par deux types d'ondes, une onde transversale et une onde verticale, et les deux n'ont pas la même vitesse. Dans les ondes sonores, on verra que la nature du milieu aussi va influencer sur la vitesse de l'onde. En particulier, les ondes sonores vont être plus grandes dans un solide que dans un liquide que dans un gaz. Autrement dit, dans les milieux plus denses, la vitesse va être très grande. Et souvent, dans les exercices, on va travailler dans des milieux homogènes et isotropes. Ça veut dire la célérité de l'onde est une constante. Bien. Donc on a défini ce que c'est qu'une onde mécanique, ce que c'est qu'une onde transversale, une onde longitudinale, comment définir la vitesse d'une onde. Maintenant on va introduire ce qu'on appelle une onde mécanique progressive, mais on va ajouter périodique. Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement périodique? C'est un mouvement tout simplement, ou bien une perturbation qui se répète identique à elle-même, à des intervalles identiques. C'est le cas tout à l'heure, vous avez à la surface de l'eau, lorsque je fais un mouvement va-et-vient de façon continue, je crée une sinusoïde à la surface, la corde va avoir un mouvement sinusoïdal. Ce mouvement-là est un mouvement périodique. Donc une onde progressive mécanique périodique, c'est le phénomène qui accompagne la propagation dans un milieu matériel d'un signal ou bien d'une perturbation, mais à condition que cette perturbation se répète de façon identique à des intervalles de temps fixes, identiques, qu'on appelle la période temporelle, T. Donc pour une onde progressive périodique, il va avoir double périodicité, donc on va le voir un peu plus dans le transparent suivant. Ce qu'on appelle une périodicité temporelle, c'est la période T, c'est-à-dire en 2 instants, lorsque T est égal à grand T, le mouvement va se répéter identique à lui-même. Mais aussi, il va avoir une périodicité dans l'espace, et c'est ce qu'on va appeler la période spatiale lambda. Bien, donc on va expliciter la signification de T et de lambda dans la suite. Bien sûr, lambda dépend de la nature du milieu de propagation. Donc voilà un exemple. Voilà par exemple l'onde qui se propage le long d'une corde. On va donner ici une échelle. Et qu'est-ce qu'on appelle la période spatiale? C'est la distance entre le premier maximum par exemple et le deuxième maximum. Donc c'est la distance entre là et là. Dans ce cas-là, vous allez voir ici 8 plus 8, lambda va être égal à 16 cm. Bon, il y a une relation bien sûr entre la période dans l'espace et la période dans le temps, c'est la suivante. Donc il suffit d'utiliser la définition de la vitesse, qui est par définition la distance sur le temps, et savoir que si l'onde, donc si la distance parcourue est égale à la période spatiale, le temps qui lui correspond, c'est la période temporelle. Donc c'est très simple. Si la distance est égale à lambda, le temps c'est la période. Or, l'inverse de la période, c'est la fréquence, qu'on note petit f au grand N, ça dépend des exercices. Donc, vous avez la vitesse est égale à lambda fois la fréquence. Donc, je peux déterminer lambda, qui est la vitesse divisée par la fréquence. Or, 1 sur la fréquence, c'est la période. Donc, vous avez une fameuse relation qui est très facile à retenir. Lambda est égal à TV. Donc, TV, c'est lambda. Ça vous permet de mémoriser facilement cette relation-là. Et c'est une relation très, très importante dans les exercices des ondes mécaniques. Bien sûr, je vous rappelle la signification physique de la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Donc voilà un seul cycle. D'accord? Donc le nombre de cycles par seconde qui se répète pendant une seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Maintenant, on va parler un peu plus de ces deux périodes. Quand est-ce qu'on parle de périodicité spatiale? Et là, il faut faire très attention entre ces deux représentations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect de la corde. Je crée un mouvement sinusoïdal le long d'une corde et je fais une photo à un instant T. C'est ce qu'on appelle l'aspect de l'onde à un instant T. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est l'onde. Hein. Ça, c'est un point de l'onde de la corde, par exemple. Ça, c'est la photo de la corde à un instant T. Donc vous avez plusieurs points qui vibrent. Autrement dit, cette représentation, c'est l'élongation des points en fonction de x. Donc vous voyez bien qu'ici, on parle de l'espace, un déplacement bien sinusoïde
de l'espace. Et qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde? C'est la distance qui sépare deux maximums consécutifs. Voilà. Donc c'est ça la définition de lambda. C'est ce qu'on appelle sinusoïde des espaces. Donc faites très attention. Qu'est-ce qu'on appelle sinusoïde des espaces? Ou bien quand on parle de l'aspect d'une corde à un instant t, sachez que la courbe c'est l'élongation en fonction de x. Autrement dit, à partir de cette courbe, on va déduire la période spatiale, lambda. Bien, donc ça c'est la corde. Maintenant, si vous prenez un seul point de la corde, par exemple le sommet, l'origine de la corde, vous voyez que l'origine de la corde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un mouvement de va-et-vient. Donc ça va être aussi une fonction sinusoïdale. Mais cette fois-ci en fonction de quoi? En fonction du temps. Donc, si je trace le mouvement de S en fonction du temps, donc voilà, à t égale à 0, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc la position de S, elle est fixe. C'est dans l'espace, elle est fixe. Mais elle varie en fonction de quoi? Il varie en fonction du temps. Donc faire la différence entre l'aspect de la corde à l'instant t et le mouvement d'un point de la corde. Donc on va représenter ici deux types de mouvements, deux points, le point S et un autre point quelconque M. Et j'ai choisi deux points lorsque à cet instant-là, S, l'amplitude de S est nulle, l'amplitude de M est maximale. Si je prends ce point-là, il va avoir le même mouvement que S, parce qu'à cet instant, vous voyez, ils ont même amplitude, 0. Si je prends ce point-là et ce point-là, vous allez voir que quand celui-là est maximal, celui-là est minimal. Bien. Donc, si je trace le mouvement de M en fonction du temps, à cet instant-là, on le prend comme origine. Vous voyez bien que M est maximal. Ensuite, c'est un mouvement sinusoïdal. Donc, il va refaire le même mouvement que de la source, mais avec un décalage. Ça dépend de la position, de la distance entre le point M et la source. Donc, ici, là aussi, c'est juste le point M qui se déplace. Donc, c'est un mouvement sinusoïdal. Et dans ce cas, on parle de la période temporelle. Ça veut dire, on parle ici d'une sinusoïde des temps et non pas une sinusoïde d'espace. Donc, c'est un point clé, très très important à ne pas confondre l'élongation en fonction de x. Et quand est-ce qu'on parle de l'élongation en fonction de x et l'élongation d'un point? Donc ça, c'est toute la corde qu'on représente. Alors que lorsqu'on parle de l'élongation d'un point, on parle d'un point fixe. Donc c'est une étude en fonction du temps. À partir de cette courbe, on détermine l'amplitude, on détermine la période spatiale, et à partir de cette courbe, on peut déterminer l'amplitude de l'onde et la période temporelle. Bien. Maintenant, on va passer à un autre point, c'est comment tracer, dessiner l'aspect de la corde à un instant t. Ça veut dire je fais un mouvement de l'onde de la corde et on va essayer de tracer l'aspect de l'onde à l'instant t. Donc je reviens à l'expérience de tout à l'heure. On va créer un mouvement continu et je vais arrêter la courbe juste après un instant t. On va démarrer. Stop. Non, ça n'a pas marché. Bien, donc je reviens à l'expérience de la démonstration de la corde tout à l'heure. On va créer un mouvement sinusoïdal juste pendant un instant t et on va arrêter. Et le but, c'est comment tracer l'aspect de l'onde à un instant t. Donc on va créer une perturbation à peu près d'une période. Voilà, ou bien une période et demie. Allez, on va faire une période et demie et j'arrête. On va arrêter ici. Voilà, vous voyez déjà l'aspect, vous voyez, le front d'onde, il regarde toujours en bas. Voilà la première propriété. Et vous voyez juste la perturbation, je l'ai arrêté ici. Donc comment tracer cet aspect-là à un instant t donné? Donc pour tracer l'aspect d'une corde à un instant t, il y a quelques étapes à suivre. Première point, c'est déterminer la position du front d'onde. Le front d'onde, c'est le premier point qui bouge dans la corde. Le front d'onde, ou bien le début de l'onde. De calculer sa distance par rapport à l'origine. C'est ce qu'on appelle SM. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à V fois delta T. C'est bien sûr, il
fois l'instant t1 moins t0. Donc si on prend t0 égale à 0, ce sera tout simplement la vitesse fois t1. Donc je calcule quelle est la distance de la corde qui est en mouvement pendant cet instant t. D'abord, quelle est la partie de la corde qui est en mouvement. Deuxième point. À l'instant t1, le front d'onde arrive au point M. Ça veut dire tous les points qui se trouvent au-delà de M, ils sont au repos. D'accord? Donc vous voyez tout à l'heure dans la corde, pendant un instant t, une grande partie de la corde est au repos. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut calculer? Combien de longueur d'onde lambda se trouve dans cette distance SM? Et dernier point, est-ce que je vais commencer à tracer la courbe en montant vers le haut ou bien en descendant vers le bas? Et là, vous voyez tout à l'heure, toujours le front d'onde, il regarde vers le bas. Pourquoi? Parce que j'ai fait un mouvement vertical. Donc tout dépend de la phrase qui est écrite dans l'énoncé. Si on vous dit à l'instant t égale à 0, la source S se déplace vers le haut, à chaque instant, le front d'onde va regarder toujours vers le bas. Si au contraire on vous dit la source S à t égale à 0 se déplace d'abord vers le bas avant de continuer son mouvement sinusoïdal, cette fois-ci le front d'onde va regarder vers le haut. D'accord? Ensuite, dernière étape, du point M et vers la source, on dessine l'onde, c'est-à-dire on la dessine en marche arrière. Je prends un point M de l'onde et par exemple, voilà un exemple. Supposons que la distance parcourue pendant l'instant T1, je l'ai calculée, j'ai trouvé 1,75 lambda. Ça veut dire quoi? Je vais faire, voilà la courbe que je dois tracer. Donc voilà lambda. Lambda plus lambda sur 2. Et plus un quart de lambda, ça fait 1,75. Et j'arrête. Donc je commence non pas par le sommet, je commence par le front d'onde. D'accord? Donc si par hasard d est égal à lambda, je vais faire lambda ici. Donc ça veut dire la source va être au point 0. Si d égale à 75 lambda, je démarre à partir du front et je trace 1,75 lambda. Voilà lambda et voilà 0,75 lambda et j'arrête. Donc voilà l'aspect de l'onde lorsque la distance t est égale à t1 et à cet instant t1, connaissant la vitesse, d est égal à 1,75 lambda. Donc là aussi, c'est un point très important. Surtout, vous commencez par tracer l'onde vers le haut ou vers le bas. Là, ça dépend de l'origine à t égale à 0. Est-ce qu'on a commencé à déplacer la source vers le haut ou bien vers le bas? Bien. Donc vous remarquez ici qu'à t est égal à t1, l'amplitude de la source, c'est minimal. C'est moins a. Si on considère cette distance est égale à petit a. D'accord? Bien. Maintenant, comment comparer le mouvement de deux points de la corde? Donc, bien, c'est très simple. Si vous prenez, voilà la sinusoïde des espaces. Si vous prenez par exemple ce point-là et ce point, vous voyez bien qu'à chaque instant, ils vont avoir la même amplitude. Si vous prenez deux points qui sont séparés par la même distance lambda, à chaque instant, ils vont avoir le même mouvement. Et donc, si d est égal à un multiple de longueur d'onde lambda, les deux points vont avoir, on dit qu'ils sont en phase. Ça veut dire qu'ils sont à chaque instant leur amplitude maximale au minimal. Vous voyez par exemple ce point et ce point, la distance est égale à lambda. Vous voyez, ils ont la même amplitude. Vous prenez ce point et ce point, leur distance est égale à lambda. Maintenant, on peut avoir des points qui vibrent en opposition de phase. Ça veut dire quoi? Lorsque l'amplitude de l'un est maximale, l'amplitude de l'autre est minimale. Par exemple, celui-là et celui-là. Vous voyez bien que la distance entre ce point et ce point, c'est bien lambda sur 2. Donc entre ce point et ce point, c'est lambda sur 2. Et plus lambda sur 2, ça fait lambda. Donc là, j'ai pas bien tracé, c'est pas grave, mais vous avez compris. Donc voilà. Donc là, de là à là, c'est lambda, distance entre deux maximums consécutives. Donc voilà la moitié de lambda. Et vous voyez bien que lorsque la distance entre deux points est un demi-multiple, demi-entier de lambda, lorsque l'amplitude de l'un est maximale, l'autre est minimale. Donc la même chose, la distance entre ce point et ce point, c'est un multiple de lambda sur 2. Donc vous voyez bien que lorsque celui-là est minimal, l'amplitude de celui-là est maximale. Dans ce cas, on parle de points qui vibrent en opposition de phase. Donc, de façon générale, si d est égal à k fois lambda plus lambda sur 2.
Donc c'est un multiple de lambda plus lambda sur 2. Donc ou bien on peut écrire ça k fois lambda plus lambda sur 2. Bien. Donc voilà deux exemples. Prenez par exemple le point S et le point M. Quelle est la distance entre le point S et le point M? C'est lambda plus lambda, donc 2 lambda plus lambda sur 4. Donc là, c'est ce qu'on appelle en quadrature de phase. Donc il y a en opposition de phase, en phase, mais bon, ça c'est un point très rare qu'on fait, en quadrature de phase lorsque la distance entre les deux est égale à lambda sur 4. Donc ça veut dire ici, vous avez juste un décalage entre les deux points. Je ne vais pas insister sur ce point. Bien. Maintenant, je vais vous montrer ce principe de points en opposition de phase et en phase, et on va prendre deux points dont la distance est un multiple de lambda. Voilà la distance entre ces deux points et lambda. Et on va tracer la surface, voilà, YS, YM, donc ça c'est S, ça c'est M. Vous voyez bien que l'amplitude, les deux amplitudes sont parfaitement confondues. Lorsque l'un est maximal, l'autre est maximal. Lorsque l'un est minimal, l'autre est minimal. On parle cette fois-ci, voilà ce qu'on appelle deux points qui vibrent en phase. Ils ont exactement la même élongation, quel que soit t. Bien, on va arrêter. Et on va prendre maintenant un point dont la distance est égale à 2 fois lambda plus lambda sur 2. Par exemple, 1,5. 1,5 va prendre exactement 1,5 lambda. Parce que celui-là, bien sûr, vous voyez bien, il n'est pas pris au milieu. Donc, en nous, on va prendre 1,5 lambda exactement. Voilà 1,5 lambda. Donc, la distance entre ce point et ce point, c'est k lambda, lambda plus lambda sur 2. Et vous allez voir cette fois-ci, lorsque la distance de l'un est maximale, vous voyez bien, lorsque l'un est maximal, l'autre est minimal. On parle d'en opposition de phase. Ils sont toujours opposés. Lorsque un est maximum, l'autre, l'amplitude de l'un est maximale, l'amplitude de l'autre est minimale. Donc c'est exactement la définition de en phase et en opposition de phase. Bien, maintenant je vais passer à une autre notion importante, c'est ce qu'on appelle l'équation horaire d'un point. Comment déterminer l'équation mathématique de l'élongation YS en fonction du temps. Donc je prends une corde, voilà la source, et voilà un point M de la corde. Donc on va créer un mouvement sinusoïdal au niveau de la source, et ça c'est l'aspect de l'onde à l'instant T. D'accord? Donc YS en fonction du temps. Donc ça c'est plutôt, faites attention, ça c'est YS, donc c'est juste le point S qui se déplace, et si je trace l'élongation de la source en fonction du temps, j'obtiens ce qu'on appelle sinusoïde du temps. Maintenant, comment déterminer l'élongation d'un point M de la corde en fonction du temps? Bien sûr, pendant un instant T qu'on va mettre l'onde pour parcourir la distance SM, le point M sera au repos. Donc, et voilà, le point M sera au repos. Mais à partir de cet instant où l'onde arrive au point M, le point M lui aussi va faire un mouvement sinusoïdal en fonction du temps. Et voilà la courbe de l'élongation du point M en fonction du temps. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que le mouvement du point M, ou bien le point M, reproduit exactement le même mouvement de la source, mais à un instant t moins θ. Θ, c'est quoi? C'est le temps que met l'onde pour parcourir cette distance. Voilà θ. Autrement dit, tant que t est inférieur à θ, le point M il est au repos. Donc le mouvement de M ne démarre que si t est supérieur à θ. Bien sûr, on peut dire aussi ça d'une autre manière, que le mouvement du point M à l'instant t plus θ, c'est exactement le mouvement qu'avait la source à l'instant t, dans un instant antérieur. Bien. Pour déterminer bien sûr la durée θ, il suffit de connaître la distance SM et la vitesse de l'onde. D'accord? Donc la perturbation point M reproduit exactement la perturbation de la source, mais avec un retard, on l'appelle retard temporel θ. D'accord? Pourquoi? Parce que l'onde va mettre un temps θ pour parcourir la distance SM. Donc pour aller de S à M, la perturbation via l'onde va
donc à durée, ou bien la durée de l'onde pour parcourir cette distance SM, c'est θ. Et vous voyez que ym à l'instant θ, si t est égal à θ, ys égale à 0. Ça veut dire le mouvement du point M à l'instant θ, c'est exactement le mouvement qu'avait la source à l'instant t égale à 0. Donc le point M va reproduire le même mouvement de S, mais avec un retard temporel θ. Maintenant, comment déterminer l'équation horaire d'un point M? Donc, voilà les deux. Donc, voilà le mouvement de S, voilà le mouvement de M en fonction du temps. Donc, si t est inférieur à θ, bien sûr, donc à ce θ ici, ym égale à 0. Si t est supérieur à θ, ym, c'est la même élongation de la source, mais à l'instant t moins θ. Donc, voilà la source, voilà le point M. X, c'est la distance entre S et M. Et bien sûr, vous avez la vitesse est égale à x sur θ. Donc, à partir de la courbe, ici, qu'est-ce qu'on peut déterminer? On peut déterminer l'amplitude, c'est cette distance-là. Ah, on peut la lire directement sur la courbe. Par exemple, ici, on va vous dire 3 cm ou 1 cm. On peut déterminer, bien sûr, la période, c'est le temps entre deux maximums consécutifs. On peut déterminer le retard temporel, si on connaît bien sûr la distance SM et on connaît la vitesse. On peut déterminer la vitesse de l'onde, qui est égale à la distance SM sur θ. Bon, le retard, on peut le lire directement sur cette courbe-là. Donc, c'est tout de suite à partir de la courbe. Et connaissant θ et connaissant la distance SM, on peut déterminer la vitesse. Et enfin, on peut déterminer la longueur d'onde par la fameuse relation lambda est égal à TV. Et connaissant tout ça, l'équation horaire de la source, c'est une fonction sinusoïde à sinus 2π sur grand T fois petit t plus phi. Donc T, il est déterminé. L'amplitude, elle est déterminée. C'est petit a. Il reste juste le déphasage. On va voir comment on le détermine. Et pour l'amplitude du point M, grand T est connu, θ est connu, A c'est connu. Donc là aussi, il reste juste à déterminer le déphasage. Donc voilà comment on détermine l'élongation d'un point M en fonction du temps. Bon, pour le déphasage, je vais vous donner une méthode très simple, pas trop de calcul, et la suivante. Vous avez la courbe YS en fonction du temps, qui est A sinus 2π sur T fois T plus phi. Vous allez vous dire tout simplement si T est égal à T sur 4, donc voilà, T, c'est entre ce point-là et ce point-là, vous avez une période T, là c'est T sur 2, là c'est T sur 4. Et qu'est-ce que vous remarquez sur la courbe? Si t est égal à t sur 4, l'élongation de la source est maximale. Et ça suffit pour déterminer le déphasage phi. En effet, je remplace t par petit t par t sur 4, grand T sur 4, et ça va vous donner 2π sur 4, qui est π sur 2. Ensuite, je remplace tout ça par π sur 2, ça va vous donner sinus π sur 2 plus phi, qui est exactement cosinus phi. Or, d'après la courbe, y à l'instant t sur 4, c'est a, qui est égal à A cosinus phi. Donc, cosinus phi est égal à 1. Et par conséquent, phi égale à 0. Donc, si l'amplitude démarre par un mouvement vers le haut, phi égale à 0. S'il démarre par un mouvement vers le bas, phi est égal à pi. Bien. Donc, voilà un petit exemple qui va nous permettre de calculer ce retard temporel. J'ai pris deux points à la surface de l'eau, par exemple, qui sont séparés par une distance de 2,5 mètres. Pourquoi j'ai pris 2,5 mètres? Parce que la vitesse avec laquelle l'onde va se propager, c'est 2,5. Donc vous avez x égale à 2,5. Donc le mouvement de ce point va reproduire le même mouvement de ce point, mais qu'avec un retard combien? Avec un retard θ est égal à x sur v, 2,5 divisé par 2,5, c'est une seconde. Et vous allez voir sur la courbe exactement le décalage entre l'élongation de ce point et l'élongation de ce point, ça va être exactement une seconde. Donc voilà, imaginons ça c'est le mouvement de la source. Vous voyez jusqu'à maintenant le mouvement il est nul. Voilà, hop, il va reproduire le mouvement. Et le décalage c'est combien? Le décalage c'est exactement une seconde. Pourquoi? Parce que la distance est 2,5 et la vitesse c'est 2,5. Donc x est égal, θ est égal à x sur v. Donc voilà par exemple comment on détermine le décalage temporel. Si on vous donne l'élongation en fonction du temps, c'est juste le temps entre
le démarrage de l'onde au niveau de la source et le démarrage de la source au niveau du point M. Et la distance, le temps entre les deux, donc ça c'est en fonction du temps, c'est θ. Connaissant la vitesse, connaissant x, on peut déterminer la vitesse par exemple. Bon, dernier point sur les ondes ondes mécaniques, il y a ce qu'on appelle les ondes à la surface de l'eau. Vous allez voir souvent, vous avez deux types d'ondes, soit le vibreur dans une cuve, donc c'est le cas ici, le cas d'en bas, qui va vibrer et va créer une surface, une onde qui se propage dans cette direction-là, soit un vibreur au milieu d'une cuve ou bien d'un lac, et vous allez voir une propagation d'ondes dans les deux dimensions, alors qu'ici vous avez propagation à une seule dimension. Et souvent on vous donne ce schéma. Donc qu'est-ce que ça signifie ce schéma? Ici vous voyez bien que l'amplitude est minimale, là l'amplitude est maximale, c'est juste une vue transversale dans une direction donnée de la surface de l'eau. Donc l'onde, à partir de la source, il va se propager à gauche et à droite, et la distance entre deux maximums, c'est la longueur d'onde lambda. Donc on reviendra sur ce type de schéma dans les exercices. Donc vous avez deux types, soit ce qu'on appelle une réglette verticale au bord ou à l'intérieur, au bord inférieur, au repos à la surface libre d'une nappe, ou bien au milieu d'une nappe. Donc vous avez les deux schémas. Dans ce cas-là, vous avez une seule onde sinusoïdale qui se propage dans une seule direction. Donc vous avez deux ondes sinusoïdales qui se propagent dans des directions opposées. Enfin, pour déterminer la vitesse, je vous donne les différentes méthodes. Premièrement, si vous connaissez bien sûr la fréquence ou bien la période et la longueur d'onde, ce qui est souvent le cas, la vitesse est égale à lambda fois n, ou bien vous pouvez tout déduire à partir de la fameuse relation lambda est égal à TV. Deuxième point, si à partir de la sinusoïde des temps, je connais le décalage temporel entre l'origine et un point M de la corde, je connais θ, je connais la distance entre SM, je peux déterminer la vitesse par x sur θ. Si on vous donne par exemple l'aspect de l'onde à l'instant T1, donc voilà l'aspect de l'onde à l'instant T1, donc je peux déterminer x, la distance parcourue par l'onde ou bien la partie de l'onde qui est perturbée, c'est tout simplement la distance entre la source et le front d'onde. Vous connaissez la vitesse, l'instant T1, vous pouvez déterminer V par la distance SM sur T1. Ou bien, si on vous donne l'aspect de l'onde entre deux instants différents, par exemple on a un instant T1 et un instant T2, il suffit de voir quelle est la distance parcourue par le front d'onde, qui est ici indiqué par le point A, ici par le point B. Donc il suffit de déterminer la vitesse, c'est égal à la distance AB divisé par T2 moins T1. Donc là, c'est l'aspect de l'onde à l'instant T1, l'aspect de l'onde à l'instant T2. Donc d'après la courbe, vous allez déterminer la distance AB. Vous connaissez T1 et T2, donc vous pouvez déterminer la vitesse par AB sur T2 moins T1, ou bien BC divisé par T3 moins T2. Donc je finis par les choses vraiment à retenir. Donc on appelle onde le phénomène résultant de la propagation d'une succession d'ébranlements dans un milieu donné. Une onde progressive est une onde qui se propage dans un seul sens. Je vais vous montrer dans la vidéo les autres types d'ondes. La propagation d'ondes mécaniques correspond à un transport d'énergie et sans transport de la matière. Bon, une onde transversale est dite transversale si la direction des déformations est perpendiculaire à la direction de propagation. Est dite longitudinale lorsque les deux directions sont parallèles. Enfin, toute onde se propageant dans un milieu ouvert est caractérisée par une double périodicité spatiale et temporelle, et la relation entre les deux, c'est lambda est égal à TV. Et la célérité ou bien la vitesse d'une onde dépend de la nature du milieu de propagation et de ses propriétés. Et enfin, sachez qu'une onde mécanique est une onde qui ne peut se propager que dans un milieu matériel. Autrement dit, il ne peut pas se propager dans le vide comme une onde lumineuse dont on va voir dans la troisième partie de ce cours. On passe à quelques exemples d'applications. Donc voilà un fœtus, donc un petit bébé dans le ventre de sa maman, et on veut déterminer par exemple la dimension de ce
ce bébé-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez ici la sonde. Et vous voyez ici qu'on met un gel. Ceux qui ont déjà fait une échographie, on vous met un gel entre la sonde et la peau. Pourquoi d'abord on met ce gel? Tout simplement pour atténuer l'effet de l'air. Pour que le gel a les propriétés, a pratiquement les mêmes propriétés que le corps humain. Et donc, les ondes vont se propager dans un même milieu. Sinon, s'il n'y a pas de gel, c'est comme vous avez ici une barrière entre les ondes et le milieu. Donc, pour avoir en termes d'impédance une bonne impédance. Bien, donc l'onde va être émise sous forme d'un train d'onde. Voilà, le train d'onde va être émis à l'instant t égale à 0. Il va arriver à la surface du fœtus et il va être réfléchi. Donc voilà, donc après un instant t1, l'onde va recevoir le premier écho. Une partie de l'onde va continuer son chemin, il va être réfléchi ici. Pourquoi il va être réfléchi ici? Parce que ici il sépare deux milieux, un milieu à l'extérieur du fœtus et un milieu à l'intérieur du fœtus. Donc vous avez une barrière, donc vous avez une première réflexion. Vous aurez une deuxième réflexion lorsque l'onde va sortir, va passer du fœtus vers l'extérieur. Donc une deuxième réflexion. Et bien sûr, connaissant le temps entre les deux ondes réfléchies, connaissant la vitesse de propagation de l'onde sonore, on peut déterminer facilement la taille du fœtus. Voilà un exemple d'application des ondes dans l'échographie. Bien, je termine par cette illustration qui va montrer quelques exemples d'ondes. On va créer d'abord une perturbation et vous allez voir, voilà, par exemple ce point-là, il va être au repos jusqu'à ce que la perturbation arrive en ce point. Il va reproduire exactement le même mouvement de la source. Et on va traiter d'abord ce qu'on appelle d'onde progressive. Donc voilà, une onde progressive, pardon, on va faire juste une perturbation. Voilà, une onde progressive et elle se déplace dans un seul sens. Donc si on met une extrémité fixe, vous allez voir cette fois-ci ce qu'on appelle une onde progressive et une onde régressive. C'est-à-dire vous allez avoir une onde qui se propage vers la gauche et une onde réfléchie qui va se propager vers la droite. Cette onde n'est pas progressive, mais elle est progressive et en même temps régressive. Vous voyez une onde qui se propage dans les deux sens. Mais cette année, au baccalauréat, on va traiter uniquement les ondes progressives. Donc on va mettre pas d'extrémité, ça veut dire le milieu, et on va supposer qu'elle est infinie. Bien, si vous avez un mouvement oscillatoire, donc vous voyez maintenant le mouvement donc de la source. Si je prends uniquement le mouvement de la source, c'est un mouvement oscillatoire en fonction du temps. Si je fixe l'image, ça c'est l'image de la corde à l'instant t. Donc vous voyez l'image de la corde à l'instant t. D'accord, je représente tous les points de la corde. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette image-là? Voilà, on va voir maintenant l'aspect de l'onde à l'instant t. Je vais démarrer, je vais arrêter. Je vais considérer par exemple cet instant. Voilà. Donc vous voyez, bon, je vais essayer, voilà, hop, voilà, cet instant. Ça c'est l'aspect de l'onde. À quel instant? À l'instant qui correspond, quelle est la distance parcourue par l'onde? Vous voyez bien lambda plus lambda sur 2. Donc, connaissant la vitesse, on peut déterminer cet instant. Ou bien, connaissant t, connaissant la vitesse, on peut déterminer que la distance parcourue par l'onde pendant cet instant, c'est bien lambda plus lambda sur 2. Et si on veut tracer l'aspect de l'onde à cet instant, sachant que la distance parcourue est égale à lambda sur 2, vous voyez bien que je commence d'abord par l'extrémité, je trace lambda, ensuite j'ajoute lambda sur 2. Et vous remarquez que toujours le front d'onde, il regarde vers le bas. Je vais aller en ralenti à chaque fois. Voilà. Regardez, le front d'onde, il regarde toujours vers le bas. Pourquoi? Parce qu'à t égale à 0, on a commencé à déplacer la source vers le haut. Donc là aussi, voilà l'aspect de l'onde à notre instant. À cet instant, par exemple, vous voyez ce point-là, son élongation est nulle. L'élongation est nulle. D'accord? Et il va passer un instant θ avant que ce mouvement commence à osciller lui-même. Voilà, à partir de cet instant, voilà, ce mouvement va reproduire le même mouvement de la source, mais avec un décalage temporel. Bien. Maintenant, si vous prenez, voilà, on va prendre
2 points de la corde. Voilà, ce point et ce point. Vous voyez, la distance entre les deux, c'est lambda. Et vous allez voir, ces 2 points, ils vont vibrer toujours en phase. Donc, repérez-le, c'est le premier point vert et le troisième vert. Donc, je vais prendre un. Voilà. Vous voyez maintenant, les deux sont maximum. Je vais un petit peu. Voilà, les deux sont nuls. Je vais un petit peu. Les deux sont minimales. Donc, ces 2 points dont la distance est égale à lambda. On va redémarrer. On va prendre 2 points dont la distance est égale à lambda sur 2. Lambda sur 2. Voilà, par exemple, ce point et ce point-là. Les 2 premiers verts. Voilà. Vous voyez, là, ils sont en opposition de phase. Lorsqu'un est maximal, l'autre est minimal. Pourquoi? Parce que la distance entre les deux, c'est lambda sur 2. Voilà, on va faire. Voilà, le premier, il est maximal, le deuxième, il est minimal, et ainsi de suite. Donc, c'est 2 points qui vibrent. Donc, on va vérifier tout ce qu'on a vu dans le cours. Prenez ce point-là, son amplitude est nulle. Donc, à un certain moment, vous voyez, il va commencer à la distance entre ce point et ce point. On va voir, il est comment. Top, hop. Bon, celui-là, la distance entre les deux, c'est lambda, lambda. Donc, ce point-là et ce point, ils vont vibrer de la même manière. Là aussi, en phase. Donc, voilà un peu tout ce qui concerne les ondes mécaniques. Donc, il y a la vitesse, il y a les points qui vibrent en phase, l'aspect de l'onde, un instant T. Il y a beaucoup de notions, mais tout ça va être un peu plus clair lorsque vous allez commencer à faire les exercices. Donc, dans cette vidéo, je l'ai consacré uniquement aux ondes mécaniques. Bien sûr, on va voir qu'il y a 2 autres types d'ondes, ce qu'on appelle les ondes sonores et les ondes électromagnétiques ou bien la lumière. Donc voilà, partagez la vidéo au maximum avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y aura énormément de contributions tout au long de cette année. Très bon courage et bonne continuation et à très bientôt.